Donc en 2005, miracle, pour moi c'est un miracle, on a eu un policier et il a travaillé, il a fait un travail de fourmi. Le policier, c'est lui. Il s'appelle Raphaël Nedilko. C'est grâce à sa détermination que l'enquête va aboutir. Raphaël Nedilko, il va reprendre de la première page à la dernière page le dossier. Et la première page, elle commence quand même en décembre 1986. C'est pas simple quand même de reprendre un dossier au bout de 25 ans, où on a derrière soi l'empreinte des choses brisées. Enfin, il y a des bouts de papier jaunis au fond d'un carton, tout le monde s'en fout. C'est un peu une punition au départ, en fait. Sauf que Raphaël Nedilko, il se dit, ben, ok, allons-y, essayons. Y a-t-il plus effroyable cauchemar pour une mère de famille d'apprendre un jour que sa fille de 16 ans vient d'être sauvagement tuée dans une cave sans avoir pu lui porter secours? Pour moi, je sais pas, j'essaie de me faire des films, imagine, et j'entendais crier. J'entendais Christelle crier, m'appeler au secours, en me voyant lui. Et comme si cette immense douleur ne suffisait pas, cette mère de famille a dû se battre pendant presque 30 ans. Car l'enquête sur le meurtre de sa fille Christelle a bien failli ne jamais aboutir. Je me disais, là, il y a une gamine, elle est morte. On n'a pas trouvé. Et pourtant, c'est notre boulot de trouver. J'avais rien, j'avais personne pour m'aider d'une manière comme d'une autre. C'est ce qu'on appelle un cold case. C'est une affaire qui s'est perdue dans les méandres judiciaires. On part à zéro. C'est une expression policière, on part en culotte courte, c'est-à-dire qu'on n'a rien. Pas d'ADN, pas de... rien du tout. Les procès-verbaux sont jaunis, les photos sont un peu racornies. On se dit, il faut trouver d'autres chemins. Refaire l'entourage, se rendre sur les lieux. C'est qui? Jean-Pierre Murat. Pour moi, c'est lui l'assassin. Il peut se battre n'importe comment, pour moi, c'est lui. Le Creusot, 18 décembre 1986. Le quartier de la Charmille au Creusot, toujours sous le choc. Au journal télévisé régional, toutes les équipes sont mobilisées. Une jeune collégienne vient d'être sauvagement tuée. C'est dans la cave de cet immeuble de la rue des Capucines au Creusot que le corps de Christelle Maïri a été découvert à quelques centaines de mètres de son domicile où elle rentrait en fin de matinée hier. Pendant presque 30 ans, cette cave où a été retrouvé le corps de Christelle Maïri va être hantée par la mort de la jeune collégienne. Jamais les habitants de la Charmille n'auraient pu s'imaginer que leur cité puisse être le théâtre d'un drame aussi sordide. On n'imagine pas au Creusot d'avoir une jeune femme tuée de 33 coups de couteau, une jeune fille de 16 ans. Enfin, c'est un choc même pour les policiers. C'est un crime d'une sauvagerie extrême. L'inspecteur Toussaint Pogial fut l'un des premiers à découvrir la scène de crime. Trente ans plus tard, il a accepté de retourner avec nous dans le bâtiment numéro 12. C'est ici, dans cette cave, qu'un matin d'hiver 1986, il a débarqué avec ses collègues pour procéder aux premières constatations. Le corps de Christelle a été retrouvé allongé. Pour le policier, les souvenirs sont toujours aussi intacts. Il n'a rien oublié, ni la position du corps de l'adolescente qui gît sur le dos, ni les moindres détails, comme ce sac de classe posé à ses côtés, ou encore ce parapluie. Le policier se souvient aussi avoir d'emblée écarté le vol et le viol.
On ne lui a pas volé d'argent, son petit porte-monnaie est en place, tout est là. Ses vêtements ne sont pas en désordre, ils sont normalement attachés et boutonnés. Pour autant, la jeune fille semble avoir connu une fin extrêmement violente. Elle porte autour du cou un lacet et son corps présente plus de 30 plaies à l'arme blanche. Elle a été prise par surprise. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé un lacet autour du cou, il l'a tenue, pour pas qu'elle crie, il la poignarde. Elle tombe. Il continue à la poignarder par terre, et là, il la prend sous les épaules et il la tire pour la mettre ici. Parce qu'elle a des traces de frottement des talons par terre, puis son blouson est remonté sous les aisselles. À l'intérieur du sac de classe, des cahiers avec un nom écrit sur chaque étiquette. Celui de Christelle Mayri, élève de 3e. La jeune victime est une habitante de la cité. Elle vit dans le bâtiment 11E, à une centaine de mètres de là. Reste aux policiers à apprendre la terrible nouvelle à sa mère, Marie Pichon. Il ne parlait pas, il ne me disait pas ce qui se passait. J'ai dit oui. J'ai dit mais pourquoi je ne sais plus comment dire, j'ai dit. Puisque c'est moi qui leur posais les questions. J'ai dit, pour ma fille Christelle? Oui. Mais j'allais où? À l'hôpital? Non. J'allais où? Il ne me répondait pas. C'est un moment qui était atroce pour moi. Qu'est-ce qu'elle est où? Mais il ne me répondait pas. Et à la fin, je dis, mais si elle n'est pas à l'hôpital, elle est peut-être morte. Oui, elle est morte. Après, bon, je me suis tapé la tête contre les murs. Ils étaient 3 pour me tenir. J'ai pris une crise de... je ne sais pas quoi, mais... Et après, plus rien. Qui a assassiné de 31 coups de couteau Christelle Mayri, une jeune collégienne de 16 ans? L'enquête s'annonce difficile, car dans la cave, les policiers ne relèvent aucune empreinte ni indice qui pourrait les mener à un ou des meurtriers. Malgré les recherches, les enquêteurs n'ont pas découvert l'arme du crime. Ils ont fait appel aux pompiers pour sonder les bouches d'égout, mais en vain. Il faut savoir que bon, on n'a pas de caméra de surveillance, on n'a pas de téléphone portable, on n'a pas encore l'ADN, qui commence seulement à être connu en Angleterre, mais qui n'est encore pas arrivé en France. Il y a une trentaine d'années, on n'avait pas du tout les moyens techniques existants actuellement et utilisés par les services enquêteurs. Notre enquête, c'est une enquête de terrain. C'est de faire ce qu'on appelle le principe de l'escargot. On part du corps de la victime et on élargit l'enquête par le voisinage. Les experts et enquêteurs investissent d'abord le local à vélo. Et ce qui intrigue tout le monde, c'est le contraste entre la rage du criminel qui a porté 31 coups de couteau et l'atmosphère que dégage la scène de crime. Une scène assez étonnante parce que c'est une scène paisible. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de projection de sang. Il n'y a donc pas de traces de sang et les vêtements ont absorbé ce sang. Donc comme c'était des vêtements sombres, on ne voit pas ce sang de façon immédiate. Il n'y a aucun objet qui a été déplacé dans la cave. Rien n'a bougé. Le vélo qui se trouve vraiment à portée de la main de la victime est toujours appuyé contre le mur. Il n'était pas attaché. La poussière n'a pas été déplacée. La poussière dans la salle n'est pas déplacée. Il y a juste ce corps posé là comme de façon surnaturelle. Autre question qui intrigue. Pourquoi Christelle est-elle entrée dans cette cave? Que venait-elle y faire? Il semble en tout cas peu probable que quelqu'un l'ait entraînée de force, car la jeune fille ne se serait pas laissée faire. C'était une gamine sportive, certes toute mince, toute fragile, mais sportive, et puis un vrai petit caractère. Bien trempé. Le caractère, il ne fallait pas aller l'embêter. On se dit, elle aurait crié, enfin, elle se serait débattue si on l'avait
il faut descendre un certain nombre de marches pour aller jusqu'à cette cave. Si visiblement la jeune fille n'a pas véritablement tenté de s'enfuir et de se débattre, c'est que selon toute vraisemblance, elle devait connaître au moins de vue celui qui l'a agressée et qui l'a tuée. Et c'est une voisine retraitée qui va venir confirmer cette hypothèse. C'est une dame un peu âgée qui la voit, accompagnée d'un garçon dont elle donne un signalement très imprécis. Donc ce témoignage, bon, aussi imparfait soit-il, nous donne une petite indication. Qui est ce jeune homme qui tenait compagnie à Christelle et avec qui elle serait entrée volontairement dans la cave? Près de 1000 personnes habitent la cité de la Charmille. Des retraités, des ouvriers, des enfants. Un à un, ils sont interrogés, mais cela ne donne rien. Les policiers, sur le moment, ils se disent « Ok, forcément quelqu'un a vu quelque chose, ça s'est passé en pleine journée, c'est un lieu quand même de passage. » Malheureusement, tout s'est passé comme si on s'était heurté une sorte de mur du silence. Personne ne disait rien. Alors, est-ce que les gens n'avaient effectivement rien vu? Est-ce qu'ils avaient peur? Toujours est-il qu'on est resté quand même, on n'a pas beaucoup avancé avec l'enquête de voisinage, quoi. Tout le monde se demande si c'est pas son voisin, tout le monde soupçonne un peu tout le monde. Surtout pour la famille, surtout pour Marie Pichon qui, dès qu'elle sortait de chez elle, se demandait si c'était pas un tel ou un tel qui pouvait être l'assassin de sa fille. On voit tout le monde, on croise, c'est peut-être lui, c'est peut-être elle, c'est peut-être ces deux-là, c'est peut-être... On a toujours l'impression de rencontrer la personne qui a tué ma fille. Dans la cité de la Charmille, c'est la psychose. La rumeur se répand et avec elle, quelques langues se délient. Le petit copain de Christelle est montré du doigt. Ces diapositives ont été prises l'été qui précède le drame, soit au mois de juillet 1986. Ici, à droite, Christelle est presque invisible. Juste derrière elle, il y a Michel, son petit copain. C'est ensemble que cet été-là, ils participaient à une colonie de vacances. Et d'après certains, leur relation était assez chaotique. C'est une relation amoureuse, mais assez passionnelle quand même. Assez passionnelle, ils communiquaient à distance, ils s'envoyaient des courriers. Et c'est vrai que depuis 1 ou 2 mois, c'était complètement différent. Michel, qui habite dans le même immeuble que Christelle, aurait-il emmené la collégienne dans la cave? Et si oui, pour quelle raison? Les policiers ne vont pas tarder à le découvrir. Dans les locaux de la police judiciaire, le jeune homme est auditionné et doit répondre aux questions des enquêteurs qui ne sont pas franchement tendres avec lui. Il a été interrogé par la police pendant de nombreuses heures, de manière assez musclée. C'est vrai que c'est les techniques d'interrogatoire de policiers qui existaient en 1986 et qui existent toujours aujourd'hui. Voilà, il faut être lucide. Un interrogatoire de police, c'est pas une discussion de salon. Et si les policiers sont insistants, c'est qu'ils pensent détenir le mobile du crime. C'était une jolie jeune fille, elle attirait les garçons, forcément. Donc Michel le savait aussi par des copains, par des relations à lui. Donc de temps en temps, il y avait des petits accrochages entre eux. Seul problème, le jeune lycéen ne peut pas être l'assassin de Christelle. Car le jour du crime, il était à une centaine de kilomètres de là, à Dijon, où il poursuit ses études. Mais Michel va tout de même fournir aux enquêteurs un élément nouveau, une nouvelle piste. Et petit à petit, il nous apprend qu'effectivement, Christelle avait reçu une lettre anonyme qui lui indiquait que
lui, Michel, n'était pas très sérieux et qu'il avait d'autres amis, d'autres relations, d'autres conquêtes. Qui est l'auteur de ce courrier? Nul ne le saura jamais, car cette lettre anonyme, Christelle l'aurait brûlée. En tout cas, une chose est sûre, un corbeau vient de rentrer dans cette affaire, et il ne va pas s'arrêter là. Car tout au long de l'enquête, d'autres courriers anonymes vont venir jeter le trouble. Commissariat du Creusot. Les témoignages et les gardes à vue se succèdent. La vie de tous les camarades de Christelle est passée au crible. Il y a eu quand même des interrogatoires assez musclés aussi à l'époque, de camarades qui avaient 15 ans, qui ont fini par avouer sur le moment que c'était eux, alors qu'en fait pas du tout, mais c'est des gamins qui étaient complètement déstabilisés quand il arrive quelque chose comme ça dans un petit quartier hyper familial où tout le monde se connaît, tout le monde est traumatisé. Il faut bien se rendre à l'évidence. Personne dans l'entourage de la victime n'avait de raison d'en vouloir à Christelle. Et tout le monde s'accorde sur un point. La collégienne apparaît plutôt comme une chouette copine. Vraiment une jeune fille simple, comme toutes les jeunes filles de cet âge-là, qui ne présente pas de difficultés. Christelle, c'est une collégienne comme les autres, qui rencontre ses amis au collège, qui a ses passions, qui était une passionnée de musique, qui adorait échanger des disques avec des copains, qui était une jeune fille très appréciée par ses copains de collège, ses copains de l'immeuble. Une fille très vivante, pleine d'enthousiasme et pleine d'envie. Il n'y avait pas de problème à l'école, elle avait beaucoup de copines. C'est énorme, les copines qu'elle avait. Non, elle était vraiment, elle passait vraiment pour quelqu'un de gentil, de souriant, d'après ses copines, quelqu'un qui amusait la galerie un petit peu. Donc c'est une gamine tout à fait normale et naturelle. Il n'y a pas de... Elle n'a jamais attiré l'attention de façon défavorable sur elle. Et alors que ni les habitants du quartier de la Charmille, ni les enquêteurs n'arrivent à comprendre le mobile de ce crime, un témoin va se manifester. Il est 11h30, soit une demi-heure après le départ de Christelle. Alain Horvat, postier, effectue son service au 145 de la rue Foch. Ce jour-là, je faisais ma tournée normalement. Et aux alentours de 11h15, 11h30, j'étais au niveau du 145 rue Foch. Et un homme venant de là a déboulé au coin de la rue, mais passé devant. Voici Alain Horvat. Près de 30 ans après les faits, il n'a pas oublié. C'est au moment où je prends ma liasse de courrier et que je m'apprête à regarder pour rentrer, il y a un jeune qui sort en courant, qui ne me bouscule pas vraiment, mais qui me frôle très près. Je l'aperçois à peine. Et il s'excuse pas. Un jeune mal élevé, quoi. Et puis 100 mètres plus loin, il s'arrête, il continue, il marche. Il avait un look, donc, ce qu'on appelait le look qui était à la mode à l'époque, que le chanteur Renaud avait mis en place. Donc c'était des cheveux longs dans le cou, mi-longs dans le cou, et un blouson, c'était un look de jeune, voilà quoi. Ce postier a failli être percuté par cette personne, donc visiblement quelqu'un qui avait l'air de fuir et qui sortait précisément du chemin qui nous amenait à la scène de crime et à l'heure qui convenait. Compte tenu du créneau horaire qu'il donne, ce jeune homme qui le bouscule est selon toute probabilité celui qui vient de tuer Christelle Maïri et qui a abandonné son cadavre dans la cave. Un jeune homme au look du chanteur Renaud. La description faite par le facteur est assez sommaire. Mais bien des années plus tard, elle permettra de confondre un suspect. Mais n'allons pas trop vite. Nous sommes en février 1987 et cela fait 2 mois que Christelle a été tuée. Après un hiver rude au Creusot, la neige a fondu et une pièce maîtresse de l'enquête va être découverte. On retrouve une arme
on retrouve un couteau à quelques dizaines de mètres de la scène de crime. C'est un passant qui va retrouver cette arme. Son regard va être alerté par un éclat. Il va s'approcher d'un buisson et c'est à ce moment-là qu'il va découvrir l'arme, présumée, supposée être l'arme du crime. Cette arme, la voici. C'est un cran d'arrêt avec un manche en corne et une lame de 12 cm. Aucune trace de sang ou empreinte n'est retrouvée sur le couteau. La neige a tout effacé. En revanche, la forme du couteau, la forme de la lame, permet aux experts de certifier et d'être quasiment certain que c'est bien ce couteau qui a été utilisé par le meurtrier pour tuer Christelle Mahéry. Pas de traces, pas d'empreinte, mais la lame de ce couteau va quand même parler. Car ce qui saute aux yeux des enquêteurs, c'est la façon dont elle a été aiguisée. C'est un couteau qui est en réalité massacré lui-même. C'est-à-dire que c'est un couteau qui a été aiguisé de telle façon qu'il est abîmé. Il avait une lame qui avait été aiguisée d'une façon tout à fait bizarre, qui n'était pas régulière. Et donc on peut supposer que le couteau a été aiguisé, non pas avec un fusil, mais plutôt avec une meule ou une manière un peu grossière. Les policiers pensent enfin tenir une pièce à conviction pour confondre l'assassin. Ils diffusent dans la presse locale la photo de ce fameux cran d'arrêt, dans l'espoir qu'un témoin le reconnaisse. Mais là encore, la chance ne va pas leur sourire. Personne ne se manifeste. Et 4 années passent. Nous sommes en 1990. Au Creusot, l'enquête est au point mort. Le mystère sur le meurtre de Christelle reste entier et laisse un goût amer aux hommes de la police judiciaire. Je me disais, là, il y a une gamine, elle est morte, on n'a pas trouvé. Et pourtant, c'est notre boulot de trouver. Alors on arrive, je ne dirais pas jusqu'à un sentiment de culpabilité, mais on arrive à douter, un sentiment d'impuissance. On arrive à se poser des questions. On se dit que peut-être on a loupé quelque chose, qu'on a oublié quelque chose, que quelque chose n'a pas été fait, ou qu'un renseignement ne nous est pas arrivé. La justice a horreur du vide. En 1990, le parquet de Chalon-sur-Saône ordonne un non-lieu. L'enquête s'arrête. Et Marie, la mère de Christelle, va l'apprendre en découvrant un courrier dans sa boîte aux lettres. J'ai reçu une lettre comme quoi il y avait un non-lieu, même pas signé. Ouais. Ni on m'a averti, ni rien. Non-lieu, terminé. Les preuves nous tombent et puis voilà, c'est fini. On ne saura rien. Voilà. Avec l'énergie du désespoir, cette mère de famille va alors se lancer dans un long combat pour découvrir l'identité du jeune homme au look du chanteur Renaud. Avril 1994. La célèbre émission de Jacques Pradel, témoin numéro 1, est consacrée au meurtre de Christelle. Voilà, j'étais en train de parler avec Madame Pichon qui est ici ce soir. C'est un effort important que vous faites. Et Ce soir-là, la mère de Christelle va vaincre sa timidité. Elle est déterminée à tout faire pour relancer l'enquête. Marie espère qu'un témoin va se manifester. Christelle, en fait, avait vraiment une vie sans histoire. Elle avait une vie sans histoire. L'école, le sport, enfin, les petits copains là, vers le blanc, mais elle ne sortait jamais. L'émission, donc, au moment où elle est diffusée, tous les amis de Christelle, tous les proches de Christelle de l'époque sont rivés devant leur téléviseur et écoutent avec attention ce qui se passe. Et je pense que tout le monde espère un petit peu que finalement ça va faire avancer les choses. Celui qui sera arrêté quasiment 20 ans plus tard pour le meurtre de Christelle Mahéry était également devant sa télé en train de regarder l'émission Témoin numéro 1. Seulement au terme de l'émission, aucun témoignage intéressant ne se sera manifesté au standard du fameux
SVP. Alors que l'on est plongé dans l'obscurité, il y a parfois des signes qui nous poussent à ne pas abandonner. Et c'est en lisant le journal que Marie, la mère de Christelle, va trouver la force pour se relever et continuer son combat. J'avais rien, j'avais personne pour m'aider d'une manière comme d'une autre. C'est compliqué. Marie, elle se bat un peu toute seule pendant toutes ces années, jusqu'au jour où elle ouvre le journal. Et il y a un papier, un article qui raconte une autre histoire horrible qui est arrivée également à une autre jeune fille qui s'appelle Christelle. Donc forcément, ça la marque, forcément, elle ne peut pas passer à côté de cet article. À 10 ans d'intervalle, 2 meurtres, 2 victimes avec le même prénom, Christelle. Leurs mères respectives vont alors créer une association. Très vite, les rejoignent 7 autres familles, dont les enfants ont eux aussi été tués. Sylvie, Nathalie, Carole, Virginie, Vanessa et maintenant Christelle Mayri, qui vient rejoindre la longue liste des 9 meurtres non élucidés de la Saône-et-Loire. 9 meurtres sans qu'aucun meurtrier n'ait été arrêté. Ça s'est passé en 10 ans. En 10 ans, il y a eu 9 meurtres de jeunes filles en Saône-et-Loire et pas un seul cas résolu. Donc effectivement, quand l'association Christelle s'est créée, toutes ces familles-là, elles se sont dit bah, nous aussi, on veut se battre et donc on sera plus fort à plusieurs. Donc l'association Christelle, ça a été très, très important pour moi. Pour me battre, pour résister aussi moralement, psychologiquement et tout, ça, c'était énorme. L'association multiplie les actions, interpelle la justice et ce combat ne passe pas inaperçu. On est des gens petits, mais on fait beaucoup de bruit, c'est ce qu'on va dire. L'objectif de ces familles, utiliser les progrès scientifiques. Car l'ADN a fait son entrée dans les enquêtes judiciaires. Seulement voilà, le sort semble s'acharner sur l'affaire Mayri. Car aux archives judiciaires, dans le carton portant le nom de Christelle, il n'y a que des dossiers aux pages jaunies. Toutes les pièces à conviction ont été détruites. On part à zéro, j'ai envie de dire, c'est une expression pas très jolie, c'est une expression policière, on part en culotte courte, c'est-à-dire qu'on n'a rien. À ce moment-là, on n'a rien. On a le dossier existant, mais on n'a plus de scellé. À la fois ses vêtements, se lasser, le couteau vont disparaître parce qu'ils ne seront pas conservés dans les scellés de justice, ils seront détruits. Plus de scellé, pas d'ADN, rien du tout. Voilà. Donc on se dit, il faut trouver d'autres chemins. Et on a l'habitude de travailler sans scellé. On va trouver d'autres chemins. Tout le monde le sait, le diable se cache dans les détails. Alors quels sont ces petits éléments qui ont échappé aux enquêteurs? Se trouveraient-ils cachés dans la vie de la victime? Pour le découvrir, il faut s'intéresser de plus près à l'histoire de la famille Mayri. Et en reprenant l'enquête au début, d'autres pistes qui jusqu'ici n'avaient pas été exploitées vont être mises en lumière. Comme cette station-service où Christelle venait aider ses parents, pompistes. Ses parents tiennent une station-service, donc Christelle, souvent, va donner un coup de main à ses parents pour voilà, se faire un petit peu d'argent de poche. Elle fait le plein d'essence pour les gens. Christelle était très reconnaissable, elle avait une chevelure de feu, on ne voyait qu'elle. Une station-service, cet endroit n'a jamais suscité l'intérêt des enquêteurs. Étrange, car le meurtrier est peut-être un client. Et ce n'est pas le seul élément important de la vie de Christelle qui soit passé à la trappe. La jeune collégienne et ses 2 sœurs ont emménagé ici, à la Charmille,
seulement 1 an avant le drame. Et chose incroyable, elles sont quasiment les seules filles du quartier. Il est vrai que dans ce quartier, à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de filles. Et quand elles arrivent, elles passent pas inaperçues parce que c'est 3 filles. 3 filles plutôt jolies, pétillantes, pleines de vie. Et effectivement, au quartier, il y a beaucoup de garçons. Pour tous ces jeunes garçons, quel que soit leur âge, elles étaient intéressantes. Et à l'époque, les jeunes garçons de la cité avaient pris l'habitude de se réunir en bas du bâtiment où vivent les sœurs Maïri. Alors, 20 ans après le meurtre, l'association Christelle mandate un détective privé pour retrouver un à un ces jeunes du quartier. Et là, coup de théâtre, l'ex-petit copain de Christelle, souvenez-vous, Michel, va faire une révélation qui va bouleverser l'enquête. Quand j'arrive chez lui et que je lui parle de Christelle Maïri, tout d'un coup, il y a tout un film. D'ailleurs, il le dit, je revois tout. Je revois toute l'histoire. L'ancien petit copain de Christelle révèle au détective un lourd secret, jamais dévoilé à la police. Un des jeunes du quartier lui aurait à l'époque avoué être le meurtrier. Il me donne le nom. C'est qui? Jean-Pierre Murat. Jean-Pierre Murat, c'est la première fois que ce nom apparaît dans cette affaire. Alors qui est ce jeune homme? C'était un garçon qui traînait à la Charmille pour y avoir habité avant que Christelle ne s'y installe, qui venait très souvent en bas de l'immeuble, voilà, qu'il était copain avec des gens de l'immeuble qui venaient chercher pour faire des virées. Michel raconte qu'il n'en a jamais parlé aux policiers, car cette histoire est pour lui trop douloureuse. C'est vrai que Michel, ce jour-là, est vraiment... Il pleure, quoi. Enfin, le traumatisme est vraiment présent, il est vraiment super mal. À ce moment-là, en 2003, Jean-Pierre Murat vient d'avoir 40 ans. Il vit toujours au Creusot, et l'enquêteur privé va le retrouver. Je vais voir Jean-Pierre Murat chez lui, directement sans l'appeler au téléphone. J'y vais directement, je tape à sa porte. Et il y a un type qui arrive un peu dans les vapes, enfin, qui vient de se réveiller, quoi. Et la première chose qu'il me dit, est-ce qu'on a arrêté l'assassin? Voilà. Alors je lui dis, bah non, je travaille dessus, justement. Puis il me dit, vous savez, moi, 3 jours avant le drame, j'ai eu des flashs, j'ai entendu des bagarres dans les flashs, des cris. Vous savez, moi, je suis l'affaire depuis des années, j'écris. Et puis après, il se ferme dans un silence et ça s'arrête là. Nous sommes 20 ans après les faits. Le dossier Maïri est passé de main en main et s'est éparpillé dans différents commissariats. Alors, aussi incroyable que cela puisse paraître, le rapport du détective s'est perdu dans les méandres judiciaires. Il va falloir attendre des années et l'arrivée d'un nouvel enquêteur pour qu'enfin la lumière soit faite sur l'affaire Christelle Maïri. Donc en 2005, miracle, pour moi c'est un miracle, on a eu un policier et il a travaillé, il a fait un travail de fourmi. Le policier, c'est lui. Il s'appelle Raphaël Nedilko. C'est grâce à sa détermination que l'enquête va aboutir. Raphaël Nedilko, il va reprendre de la première page à la dernière page le dossier. Et la première page, elle commence quand même en décembre 1986. C'est pas simple quand même de reprendre un dossier au bout de 25 ans, où on a derrière soi l'empreinte des choses brisées. Enfin, il y a des bouts de papier jaunis au fond d'un carton, tout le monde s'en fout. C'est un peu une punition au départ, en fait. Sauf que Raphaël Nedilko, il se dit, ben ok, allons-y, essayons. Au fil de son enquête, le brigadier-chef Nedilko remet la main sur des éléments jusqu'ici oubliés au fond des cartons de différents commissariats. Comme cette photo de l'arme trouvée près des lieux du crime. Ou encore le rapport du détective privé qui donnait le nom de Jean-Pierre Murat. Jean-Pierre Murat
Pourrait-il être le jeune homme avec qui, le 18 décembre 1986, Christelle est entrée dans la cave? Au moment des faits, Jean-Pierre Murat a 19 ans. Pour le policier, son portrait pourrait tout à fait coller avec le profil du tueur. Là, il se rend compte que Jean-Pierre Murat, il a habité à la Charmille, il fréquentait des personnes que connaissait Christelle Maïri, qu'à l'époque, il traînait dans le quartier parce qu'il n'avait pas grand-chose d'autre à faire. C'était un garçon qui n'avait pas beaucoup d'activités. C'est quelqu'un qui était un peu renfermé, un peu oisif. Sa compagne de l'époque lui reprochait notamment de ne pas avoir d'activité professionnelle et de préférer traîner avec les copains. Il faut savoir aussi qu'il avait un surnom, on l'appelait le rap cave, parce qu'avec deux autres de la cité, ils avaient volé dans les caves, ils avaient cassé des caves, ils avaient très vite été condamnés pour ça, hein, ils avaient été très vite repérés pour ça. Vous connaissez les caves comme sa poche. On sait que souvent les criminels agissent dans une zone de confort. Il connaît les déplacements des gens, il connaît les gens. On ne le voit pas parce qu'on a tellement l'habitude de le voir tout le temps là qu'on le voit même plus. Donc en gros, Jean-Pierre Murat est dans le collimateur, dans l'œil du cyclone du policier. Et un nouveau rebondissement va venir conforter l'enquêteur dans son sentiment de tenir enfin un coupable. Octobre 2010, un corbeau va de nouveau se manifester. La police judiciaire reçoit un appel anonyme concernant l'affaire Maïri. Ça fait 25 ans que Christelle Maïri a été assassinée. Et 25 ans plus tard, la police judiciaire reçoit un appel anonyme. C'est-à-dire, dans les annales judiciaires, dans toutes les affaires, les cold cases, on n'a jamais vu ça. D'autant que ce n'est pas la première fois que le corbeau se manifeste. Cela fait 25 ans qu'il essaie de mettre la police sur la piste du tueur. Des dizaines de coups de fil et de lettres anonymes, avec à chaque fois le nom d'un meurtrier différent. C'est une succession de noms qu'il donne en pâture. Il ne dénonçait que les jeunes de la cage d'escalier où vivait Christelle. Pour découvrir l'identité de l'auteur de ces lettres anonymes, le policier Raphaël Nedilko compare les courriers. Raphaël Nedilko va comparer à l'œil nu les différentes lettres. Et il trouve des similitudes. Toujours la même écriture, en majuscules, torturée. Et le policier découvre que c'est celle d'un seul et même homme. Jean-Pierre Murat. On peut dire maintenant que Jean-Pierre Murat est le corbeau de ce dossier, c'est le corbeau de cette affaire. On a l'impression qu'il ne veut pas que ce dossier meure. Il veut qu'on vienne le chercher. Il joue. Il joue au jeu du chat et à la souris. En avril 2011, le policier Raphaël Nedilko décide de placer en garde à vue Jean-Pierre Murat. Et le policier retrouve son suspect, mais pas chez lui. L'homme est interné en hôpital psychiatrique. Il vient d'agresser encore une jeune femme avec un couteau dans une station-service. Forcément, ça rappelle quelque chose, puisque les parents de Christelle Maïri tenaient une station-service et que Christelle Maïri a été assassinée à l'aide d'un couteau. Et effectivement, lorsque les enquêteurs vont décider de l'interroger, à cette époque-là, Monsieur Murat, il est hospitalisé. Avec une maladie psychiatrique identifiée et certaine, qui est la schizophrénie. Jean-Pierre Murat est schizophrène. Alors cette maladie fait-elle de lui un dangereux criminel ou un coupable idéal? C'est la question à laquelle va devoir répondre l'enquêteur. Le personnage de Jean-Pierre Murat est quand même particulier, donc il peut passer d'un extrême à un autre, et il a des flashs, il est un peu perturbé quand même.
Quand il est hospitalisé, les médecins décrivent que dans une crise absolue, il se regarde dans la glace en disant qu'il se demande si c'est pas lui qui a tué une jeune fille. Il agresse sa mère à la hache. Il la poursuit avec une hache. Il a agressé ses cousines avec une arme blanche. Il a agressé 2 pompistes avec une arme blanche. Voilà, quand il a agressé ses cousines, les services de police, les services psychiatriques sont intervenus, les urgences psychiatriques sont intervenues. Ils n'arrivaient pas à le maîtriser à plusieurs infirmiers. Il semble que quand il ne prenne pas son traitement, il ait des crises qui l'amènent à être violent quand même. Derrière les murs de l'hôpital psychiatrique, le policier qui vient lui rendre visite va donc vivre un étrange face-à-face. D'abord, il va nier connaître Christelle Maïri. Il ne connaît pas Christelle Maïri, il ne l'a jamais vue, il ne sait pas qui c'est. Point. Alors, comment expliquer que cet homme ait envoyé des dizaines de lettres anonymes? Pas prendre les gens pour des pimpins, il connaît les lieux, il connaît forcément Christelle Maïri, et d'ailleurs il le dit à l'enquêteur privé. Et il se fout du monde lorsqu'il dit à la police judiciaire qu'il ne connaît pas Christelle Maïri. Il n'est pas si fou que ça, hein, je veux dire, mais il brouille les pistes. Ce qui rend ces déclarations absolument ahurissantes, c'est-à-dire qu'il dit « je ne la connaissais pas », mais il ne va vivre qu'avec cette histoire. C'est en fait l'histoire de sa vie, ce meurtre de Christelle. En effet, l'enquêteur découvre que depuis toutes ces années, le spectre du meurtre de Christelle hante son suspect. Murat a une véritable obsession pour ce meurtre, alors même qu'il dit dans sa déposition qu'il ne se souvient à peine de ce meurtre, qu'il ne connaissait pas Christelle Maïri. Oui, il tient un carnet depuis les faits, où il met les coupures de presse, où il met les gens qui interviennent. Enfin, il fait un carnet, il a un véritable carnet sur cette affaire-là. Il va évoquer ce meurtre, notamment dans le cadre de ses cahiers, mais à des moments particuliers, lorsqu'il est en pleine crise de délire. Moi, j'emploierai pas le terme d'obsession, on est bien d'accord, il évoque. Et la fascination de Jean-Pierre Murat pour le meurtre de Christelle va lui faire commettre une erreur. Devant le policier, il va décrire, souvenez-vous, la tenue vestimentaire de l'homme au look de Renault, vu par le facteur le jour du crime. Pendant l'audition avec Raphaël et Dilko, eh bien Jean-Pierre Murat dit « mais de toute façon, ça peut pas être moi, puisque moi, je ne portais pas de blouson en jean. » Comment Murat peut-il connaître cette information? Jusque-là, elle n'avait jamais été diffusée dans la presse. Ni dans la presse, ni dans les émissions de Jacques Pradel, ni jamais, cette mention de blouson en jean figure juste sur le procès-verbal du facteur. Donc Raphaël Nidico se dit « mais comment vous le savez que cette personne portait ce blouson ? Puisque ça n'apparaît nulle part. » Il dit « si, moi j'ai regardé l'émission Témoin numéro 1. » Mauvaise réponse, car dans l'émission de Jacques Pradel, personne n'avait mentionné ce détail. D'ailleurs, regardez. Le fuyard, joué par un comédien, porte un blouson en cuir noir. L'enquêteur le sait, ce blouson en jean, il n'y a que 2 personnes qui en avaient connaissance. Le facteur et celui qui l'a bousculé. Et ça le tue, ça le confond, ça le crève, comme on dit, hein, en jargon policier. En parallèle de la garde à vue, les policiers organisent une perquisition au domicile de Jean-Pierre Murat. Et là, les enquêteurs vont faire une découverte de taille. Murat est un passionné d'armes blanches. Les policiers, lorsqu'ils vont fouiller dans le domicile de Jean-Pierre Murat, vont découvrir une quantité de couteaux absolument invraisemblables. Donc c'est vraiment un collectionneur de couteaux. Il a toujours un couteau sur lui. Les policiers saisissent certains de ces couteaux. L'aiguisage d'un couteau, c'est un petit peu comme l'ADN, c'est quelque chose d'unique. Ça laisse des traces sur la lame. Et le coup de poignet de celui qui l'aiguise peut apporter une signature, en quelque sorte, pour cette arme.
Un expert va comparer les couteaux appartenant à Jean-Pierre Murat avec celui de la photo de l'arme présumée du crime. Je n'avais que la photo. J'avais plus de matériel, mais elle me parlait, elle disait des choses. On va le faire sur la base des photos. C'est une expertise tout à fait extraordinaire. Et l'expert va repérer les mêmes traces d'aiguisage. Dans le jargon, on appelle ça des stigmates. Un ou deux des couteaux que j'ai eu examinés, qui ont été saisis lors des perquisitions, présentaient la totalité des stigmates relevés sur le cliché réalisé en 86. Lors de sa garde à vue, Jean-Pierre Murat va d'ailleurs reconnaître avoir eu en sa possession une arme similaire à celle utilisée pour tuer Christelle. Il n'est pas contesté qu'il a eu un couteau semblable, comme beaucoup en ont eu, et il a effectivement indiqué à une époque qu'il s'en était débarrassé. Il y a un autre élément qui accable Jean-Pierre Murat. L'homme semble connaître parfaitement le lieu précis où Christelle a été retrouvée morte. Par curiosité, il était retourné en fait sur les lieux du crime, dans la cave, 10 ans après. Jean-Pierre Murat indique qu'il a uriné et il montre l'endroit où il a uriné sur le plan, qui est l'endroit précis où on a retrouvé le corps de Christelle Maïri. Bien sûr, ça interpelle. On se dit, mais comment il a pu savoir que c'était cette cave-là? Comment il a pu savoir où était localisé le corps? C'est une information qui n'était absolument pas secrète. Lors de sa garde à vue, Jean-Pierre Murat n'avouera jamais le meurtre de Christelle Maïri. Seulement un faisceau d'indices converge vers sa culpabilité, comme le couteau affûté, comme ceux de Jean-Pierre Murat, ou encore cette cave que l'homme connaissait par cœur. Sans oublier l'obsession de l'accusé pour le meurtre de Christelle. Et puis il y a les lettres anonymes. Alors pour tenter de faire craquer Jean-Pierre Murat, le juge a une idée. Il décide de le faire revenir sur les lieux du crime. On ne reconstitue pas le crime, on reconstitue sa venue dans la cave. Donc on le laisse complètement libre. Donc le juge d'instruction lui demande de faire ce qu'il prétend avoir fait dans cette cave. Jean-Pierre Murat va uriner à l'endroit qu'il avait désigné, qui est, une fois de plus, l'endroit où l'on a retrouvé le corps de Christelle Maïri. Évidemment, bizarrement, un homme qui aurait ce comportement le ferait contre un mur et pas au milieu de la cave. Il se positionne au milieu de la cave. Lors de ce transport sur les lieux du crime, Murat n'en dira pas plus. Et face aux acteurs judiciaires, il clame son innocence. Une innocence inaudible pour la mère de Christelle présente ce jour-là. Car pour elle, le comportement de Jean-Pierre Murat dans cette cave ne laisse aucun doute. Nous emmenait directement où il y avait, apparemment, moi je ne savais pas où il était, où il y avait ma fille Christelle, emmené directement sur les lieux, à l'endroit même. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui peut prouver que c'est lui. Pour moi, c'est lui l'assassin. Il peut se battre n'importe comment, pour moi, c'est lui. 25 ans jour pour jour après le drame, Jean-Pierre Murat, 44 ans, est mis en examen pour meurtre. L'homme est placé en détention à la prison de Dijon. En juin 2015, le procès pour le meurtre de Christelle Maïri s'ouvre devant la cour d'assises de Saône-et-Loire. Jean-Pierre Murat va être jugé 30 ans après les faits. C'est une grande première en France. Et pour la mère de Christelle, le face-à-face avec le meurtrier présumé de sa fille est insoutenable. On se fait des films encore. Devant lui, il est là, et puis on se fait encore. J'entendais Christelle crier, m'appeler au secours en voyant lui. Dans le box, Jean-Pierre Murat semble lui complètement étranger à ce qu'il se passe.
On a presque l'impression qu'il est en train de dormir. On ne sait même pas s'il nous écoute, s'il écoute ce qui se passe. Il a un comportement qui est étrange, mais pour autant, il maintient sa position. Il ne connaît pas Christelle Maïri, il ne l'a jamais rencontrée et en aucun cas, il n'est l'auteur de ce meurtre. Du début à la fin du procès, il n'a pas changé de ligne. C'est « je ne sais pas, je ne connais pas, ce n'est pas moi, je n'ai rien à faire là ». Je trouve qu'il joue un peu. Parfois, il peut jouer la victime et parfois, il peut se rebeller. Il passe d'un système à un autre très rapidement. L'accusation avance un à un les éléments à charge. La passion du tueur présumé pour les couteaux. Les lettres anonymes. Le lieu du crime. Mais tout cela ne constitue pas des preuves formelles et irréfutables. Et c'est bien le hic de ce dossier. Dans ce dossier, on n'a aucune certitude. Le doute doit profiter à l'accusé. Seulement ce doute n'emportera pas la conviction des jurés. À l'issue des débats, Jean-Pierre Murat est jugé coupable et condamné à 20 ans de prison. Une peine confirmée 1 an plus tard en appel. Aujourd'hui, sa défense conteste ce jugement en cassation. Alors pour la mère de Christelle, le combat n'est pas fini.